Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, coopération RDC Émirats Arabes Unis, un accord de partenariat économique global a été signé ce lundi à Abu Dhabi. Relance du programme de développement local de 145 territoires. La première ministre Judith Suminwa séjourne à Lissala, dans la province de la Mongala. C'est la première étape de sa tournée dans le cadre de la politique de gouvernance de proximité. Autre titre, 200 morts, c'est le bilan provisoire du glissement de terrain au site minier de Roubaya. Le gouvernement qui exprime sa solidarité aux familles touchées rappelle qu'il s'agit d'un site minier classé rouge. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce lundi, signature d'un accord historique de partenariat économique à Abu Dhabi entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel en présence du président des Émirats Arabes Unis, Ben Zayed, et du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet accord de coopération économique globale répond à la stratégie nationale de diversification des partenariats et vise à transformer les échanges commerciaux et les flux d'investissement entre les deux États. L'accord a été signé par les ministres du commerce extérieur des deux pays, notamment le docteur Tani Bin Ahmed et Julien Paluku Kaongia. Dans l'actualité également, relance du programme de développement local de 145 territoires. La première ministre Judith Suminwa est arrivée dimanche à Lissala, première étape de sa tournée dans la province de la Mongala, dans le cadre de sa politique de gouvernance de proximité. Accueillie au pied de l'avion par un comité restreint conduit par le gouverneur de province, la chef du gouvernement central a réaffirmé son attachement à une gouvernance de terrain afin de constater personnellement les conditions de vie des populations de l'arrière-pays et d'y apporter des réponses adaptées. Regardez. C'est une visite historique pour la ville de Lissala qui accueille pour la première fois un premier ministre depuis Cyril Adoula en 1962 et de surcroît la première femme à accéder à cette fonction. En liesse, la population massivement envahit les abords de l'aérodrome de Lissala, brandissant banderoles et calicots de bienvenue à la chef du gouvernement, mais aussi des gratitudes au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa volonté affichée à développer le pays à partir de la base. Les forces politiques locales ont également démontré leur mobilisation et leur attachement à l'action gouvernementale. Première escale technique, la voirie urbaine, l'avenue de l'aérodrome, longue de 3,5 km, sera bétonné avec la construction des caniveaux. Les travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD ont été officiellement lancés par la première ministre sous les ovations de la population. Cette voie stratégique relie l'aéroport du port public de Lissala. Le financement est déjà disponible au niveau du gouvernement central et la durée d'exécution est fixée à 12 mois. Au total, 15 km de voiries urbaines sont prévus pour la ville de Lissala. La chef du gouvernement a également salué les efforts du gouvernement provincial, notamment la construction du collecteur de l'avenue Doko destiné à freiner la progression des érosions. Sur son itinéraire, accompagné de nombreuses femmes et des jeunes, Judith Suminwa s'est rendue sur plusieurs sites fortement touchés par l'érosion, notamment à Tabora et aux abords du lycée Lissala 1. Plusieurs maisons d'habitation et entreprises, dont Sibé Zahir, ont été englouties, entraînant des pertes d'emplois et un impact sévère sur l'économie locale. Pour mettre fin à cette situation, la première ministre a instruit le lancement immédiat des opérations d'identification des ménages à délocaliser, la détermination des sites de relogement, l'indemnisation des familles concernées, ainsi que le montage financier des travaux de stabilisation, notamment la construction des caniveaux collecteurs.
Après avoir été au centre, au sud, à l'est et à l'ouest du pays, la première ministre poursuit son itinérance dans la partie nord, une itinérance qui trouve son fondement dans les troisièmes piliers du programme d'action du gouvernement portant sur l'aménagement du territoire national et plus particulièrement la connectivité du pays en investissant sur les infrastructures de transport. Parlons sécurité à présent. Activisme accru du groupe terroriste ADF à Beni et Lubero. Le gouverneur de province, le général Somo Kakule Evariste, a longuement échangé sur la situation sécuritaire préoccupante de la province du Nord Kivu avec le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements. Le lieutenant général Ndourou Jacques séjourne à Beni pour inspecter les troupes et évaluer la capacité logistique des FARDC afin de faire face à toute menace d'où qu'elle vienne. L'autorité provinciale a insisté devant son hôte sur l'urgence de la solution à la question des ADF qui endeuillent quotidiennement ou presque les Congolais à Beni, Lubero et Irumu. Suivez Marc Elonga, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 1, Grand Nord. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Icharingo Zadou Jacques, est arrivé hier à Beni. Il est ici pour une mission de routine en tant que chef militaire. Cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagées sur le terrain. Voilà pourquoi il est ici. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée. À ce que nous devons retenir, il est ici pour une mission de routine afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pourvoir auprès des unités qui sont ici sur terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ces phénomènes ADF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmise à temps. Et je l'annonçais au sommaire, le glissement de terrain massif sur le site minier de Rubaya, dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu, a entraîné l'effondrement de plusieurs galeries dans une mine de coltan exploitée par des creuseurs artisanaux. Selon un communiqué officiel du gouvernement de la République rendu public, cet éboulement aurait causé la mort d'au moins 200 personnes. Le gouvernement a exprimé sa solidarité aux familles touchées tout en rappelant qu'il s'agit d'un site minier classé rouge. Certains corps seraient encore piégés sous les décombres, tandis que des blessés ont été pris en charge dans des centres de santé locaux et transférés vers la ville de Goma pour des soins supplémentaires. Des mineurs artisanaux, des enfants et des commerçants présents sur les sites figuraient parmi les victimes qui se trouvaient à l'intérieur de puits d'extraction ou à proximité immédiate lorsque la terre a cédé. La mine de Rubaya, une des plus importantes zones d'extraction de coltan au monde, est contrôlée par le groupe rebelle du M23 qui occupe une grande partie de la région depuis 2024. Des rapports internationaux affirment que les rebelles tirent des revenus significatifs de l'exploitation de ces ressources, notamment via un système de taxes et de prélèvements sur les commerces et le transport des minerais, montant à plusieurs des centaines de milliers de dollars par mois. Les opérations d'extraction artisanale dans cette zone se font dans des conditions non réglementées et sans mesures de sécurité, d'après plusieurs témoignages collectés par les agences de presse, ce qui expose les mineurs à des risques élevés d'accidents. Le gouvernement congolais a pour sa part condamné l'exploitation dite illégale et non sécurisée des mines dans cette zone, tout en exprimant sa solidarité envers les familles des victimes dans un communiqué officiel. Et puis l'ancien président de l'Assemblée nationale, Célestin Zolouni, décédé le 16 janvier, a été porté en terre après des hommages officiels auxquels avait participé le président de la République. La Chambre basse avait salué en lui un fervent défenseur des valeurs démocratiques, tout comme la mutualité Emoya Bondo du Grand Katanga à laquelle il a appartenu.
Samedi 31 janvier, au hall du Palais du Peuple, la nation entière a rendu hommage à une grande figure politique de l'histoire de la Deuxième République. Le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné des membres du gouvernement, s'est recueilli devant la dépouille mortelle du disparu. Une couronne de fleurs a été déposée avant la présentation officielle des condoléances à la famille endeuillée. Des hommages ont également été rendus à Lubumbashi au sein d'une communauté pour laquelle il était particulièrement cher, la mutualité et Moyambondo. Le deuil s'est poursuivi le dimanche, puis ce lundi, jour de l'inhumation au quartier Gambela dans la ville de Lubumbashi, en présence notamment du président de la mutualité, Fiston Simba Doudou. Tunakurenir leo hapa tuko kwa juu ya huzuni, tunapoteza mzee wetu Anzuoni, na ni example ilikuwa mkomunote vile na kazi alifanya ya siasa, na tuko leo hapa ni kwa ajili ya kutosha pole sana. À travers ses activités funéraires, la mutualité et Moyambondo a voulu reconnaître publiquement le dévouement que le litre disparu a manifesté envers la communauté Bembe ainsi qu'envers la nation congolaise. Mbembe, hakuna Mbembe wa Lubumbashi, wa États-Unis, wa wapi. Hakuna Mbembe wa Itombwe, wa Mtambala, wa wapi. Célestin Nzuluni Bembe a été inhumé ce lundi 2 février 2026 à la nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Il est décédé le 16 janvier 2026 à Bruxelles à l'âge de 83 ans. Et puis le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Jean-Pierre Liao, a procédé à la mise en place de nouveaux secrétaires généraux au sein de l'administration publique conformément à un arrêté ministériel signé le 28 janvier dernier. Cette décision s'inscrit dans une vaste dynamique de rationalisation des cadres et des structures administratives visant à promouvoir les compétences, renforcer l'efficacité institutionnelle et garantir une gouvernance fondée sur la performance, l'intégrité et la redevabilité. Dans ce contexte, Dieudonné Menzungolo a été reconduit au poste de secrétaire général à l'aménagement du territoire. Une reconduction largement saluée par les syndicats, les agents et les cadres du secteur qui lui ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. À son arrivée au bâtiment administratif, le secrétaire général a été accueilli au rez-de-chaussée par une foule nombreuse dans une ambiance marquée par des cris de joie, des chants et des messages de reconnaissance. Cette manifestation d'enthousiasme témoigne de l'estime et de la confiance que lui accordent les agents en reconnaissance de ses efforts constants. Merci pour l'accueil, merci pour votre volonté d'accompagner la réforme du territoire ensemble. Si les gens se souviennent, le jour que j'ai commencé l'intérim, j'ai dit, nous sommes là pour booster l'aménagement, d'aller en avant. C'est votre prière qui a fait que nous ne déménageons pas pour arriver jusqu'à 2030 à la fin de la réforme. Nous sommes au début. Les 12 milliards se peut. Cette année, on se bat ensemble avec le ministre tel pour qu'on dégage tous vos avantages sociaux. C'est pas facile qu'un agent de tombe malade, il peut aller pour soigner la centre Ngana, c'est pas donné à tout le monde. En faveur du développement et de la modernisation du secteur de l'aménagement du territoire. Il convient de souligner que cette réorganisation de grande envergure vise à insuffler un nouveau dynamisme à l'administration publique en plaçant à la tête des structures étatiques des responsables capables de répondre efficacement aux défis actuels de la gouvernance publique et de l'action de l'État. Rendons-nous dans le Haut-Katanga. La ministre nationale de l'Environnement et Développement durable, Marie Nyange Ndambo, est arrivée ce lundi à Lubumbashi pour une mission d'itinérance afin d'évaluer les mesures prises par le gouvernement pour protéger l'environnement et la biodiversité. Marie Nyange Ndambo, ministre nationale de l'Environnement, Développement durable, vient dans l'espace Grand Katanga pour tabler sur les questions liées à la protection de l'environnement. Ce choix est dicté par l'urgence qui est des problèmes liés à la déforestation et des problèmes de pollution dans les zones minières.
La problématique de la pollution des eaux par les entreprises minières figure également à l'agenda de la professeure Marie Nyangendambo dans le Haut-Katanga. L'objectif étant de protéger les populations selon les recommandations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les problèmes de pollution ne peuvent plus durer. La terre, c'est le grand support de l'homme et personne n'a le droit de les polluer à souhait. Donc, en tant que l'État, et au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le développement se fasse, mais en harmonie avec la nature. Donc, je viens ici réaliser cette vision avec le soutien de Madame la Première ministre Souminwa Tuluka. Les membres de la coordination provinciale de l'environnement, ceux du parti politique Union populaire africaine, venus nombreux à l'aéroport de la Loano, lui ont réservé un accueil chaleureux. Et puis la province du Lualaba dispose désormais d'un bureau de liaison modernisé à Kinshasa en mission de travail dans la capitale. La gouverneure Fifi Masuka Saini s'y est rendue afin de s'assurer de la fonctionnalité de cette infrastructure stratégique destinée à renforcer la coordination institutionnelle entre la province et les instances nationales. En séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi a effectué le 30 janvier 2026 une visite officielle du nouveau bureau des liaisons de la province du Lualaba dans la ville-province de Kinshasa, récemment aménagée afin d'améliorer la représentation institutionnelle de la province du Lualaba au niveau national. Située dans la commune de Lagombe, quartier Safrikas numéro 4, sur l'avenue Milambo, le bureau des liaisons du Lualaba est implanté dans une parcelle moderne et fonctionnelle composée de 3 bâtiments distincts, chacun répondant à une mission institutionnelle précise. Le premier bâtiment comprend une salle d'attente, une antichambre ainsi que les bureaux du gouverneur, conçus selon les standards protocolaires requis pour accueillir des personnalités de haut rang. Ce même bâtiment accueille également le bureau du coordonnateur du bureau des liaisons de Kinshasa, ainsi que plusieurs bureaux administratifs destinés au personnel affecté au fonctionnement quotidien de cette représentation provinciale. Le deuxième bâtiment comprend une antichambre et un bureau officiel permettant au vice-gouverneur d'exercer pleinement ses fonctions lors de ses séjours à Kinshasa. Le troisième bâtiment est réservé au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il dispose d'un espace de travail fonctionnel servant également de cadre de travail pour les députés provinciaux du Lualaba en mission dans la capitale, leur offrant ainsi un environnement approprié pour l'exercice de leurs responsabilités législatives. À travers cet aménagement, les autorités provinciales ont voulu doter la province du Lualaba d'un bureau de liaison à la fois confortable, moderne et présentable, reflétant l'image d'une province organisée, dynamique et dignement représentée au cœur des institutions nationales. Profitant de son séjour à Kinshasa, la chef de l'exécutif provincial a tenu à s'enquérir personnellement des conditions de travail, du niveau d'opérationnalisation ainsi que de la fonctionnalité globale de cette infrastructure stratégique. C'est dans ce cadre qu'elle a effectué cette visite d'inspection du bureau des liaisons, placée sous la coordination de Madame Souzi, et pour encourager les efforts consentis pour assurer une représentation efficace et crédible du Lualaba à Kinshasa. Nous sommes fiers de voir comment vous avez arrangé ce bureau, le mettre à l'état et permettre à ce que des grands hauts placés du monde puissent passer par ici et voir le bon travail que vous êtes en train de faire. Félicitations à toute l'équipe qui travaille. Ne soyez pas propre parce que je suis venu, que Dieu accompagne le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu bénisse ce merveilleux bureau et nous vous félicitons. Cette visite disserte une fois de plus la volonté ferme de l'exécutif provincial sous le leadership du président Tshisekedi Tshilombo de renforcer la gouvernance, la visibilité institutionnelle et la présence stratégique de la capitale mondiale du cobalt au niveau national.
Et puis le sénateur Pierre Kanda Kalambay est rentré de ses vacances parlementaires, un déplacement qui l'a conduit à Katanda, une zone difficilement accessible en raison du manque d'infrastructures routières où l'élu est allé à la rencontre de sa base électorale. Regardez. C'est son milieu d'attache, un terrain qui ne lui est pas étranger. Pierre Kanda Kalambay est prêt à braver l'impossible pour rencontrer, coûte que coûte, ses électeurs dans la province du Kasaï oriental. Nous sommes dans le territoire des Katanda, secteur des Bakwakanda. Pour son premier jour à Bibanga, le sénateur a recueilli les désidératas de la population. Le médecin-chef de zone rencontré a fait état d'un centre de santé évoluant dans un dénuement total, aggravé par la précarité de l'environnement. Honorable sénateur, nous ne cessons de vous dire merci pour les gestes de très haute portée posés à l'endroit de la population de Katanda de manière générale et de la zone de santé de Bibanga en particulier, parce qu'au moins vous ne cessez de passer nous voir. Des désidératas que l'élu des élus a promis de porter auprès des hautes instances en vue de solutions concrètes. Cap ensuite sur la route nationale numéro 2 où Pierre Kanda Kalambay a inspecté l'évolution des travaux en cours sur le tronçon reliant la cité de Chilenge à Kwadi. Puis à bord d'un bac, il s'est rendu à la rencontre de la population des Benanyembo. Les routes chaotiques ne l'ont pas dissuadé. Il a fallu improviser avec des motos pour atteindre la destination. Le sénateur en a profité pour constater l'état du pont jeté sur la rivière Kalenga. Vous avez vu, c'est quand même pénible pour arriver là où nous sommes ici à Bakwakanda. La route est en très très mauvais état. Une route qu'il faudrait bien réhabiliter. Il n'y a pas de pont. Des fois, j'étais obligé de prendre une moto pour y aller. Pour faire, je ne sais pas, environ 20 km, on a été obligé de contourner en faisant 80 km. Tout ça, ça n'est pas normal. Si on avait des ponts, si on avait un peu ces infrastructures en bon état, je pense qu'on pouvait quand même aider un peu cette population à pouvoir évacuer leur production au niveau rural ici et les amener vers le centre-ville pour les vendre. Après avoir écouté les préoccupations de sa base, Pierre Kanda Kalambay a promis d'approfondir certains dossiers afin de susciter une action gouvernementale plus efficace. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions de stabilisation et de relèvement, le projet Star RDC a lancé une mission de mobilisation communautaire dans la province du Kwilu. Conduite par la coordination nationale, cette mission vise à identifier, en concertation avec les autorités provinciales et les communautés locales, les infrastructures socio-économiques de base à réhabiliter au bénéfice des populations affectées par le phénomène Mobondo. Après le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province de l'Ituri, le projet Star RDC, stabilisation et relèvement de la RDC, étant les zones bénéficiaires de ces activités dans 3 autres provinces, à savoir le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Pour la province du Kwilu, une équipe d'experts des Star RDC, conduite par le coordonnateur général, Madame Brigitte Kapinga Soda, a accompli une mission de mobilisation communautaire et d'identification des infrastructures socio-économiques de base. Réunissons jour après jour autour du gouverneur de la province, le membre de l'exécutif provincial, le service de l'État, ainsi que les organisations de la société civile. Cette mission adopte une approche participative en laissant aux communautés bénéficiaires la possibilité de choisir l'infrastructure de base prioritaire. Comme le souligne le gouverneur de la province du Kwilu, M. Philippe Akamituna. Ces infrastructures sont notamment les écoles, les centres de santé, les salles polyvalentes. Ça dépend de ce que la population va choisir. Dans chaque territoire, on va choisir 37,5 km. Quant au coordonnateur général de Star RDC, Madame Brigitte Kapinga. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir résoudre tous les problèmes de la province, mais nous pensons que, avec l'appui de nous tous, avec l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous serons à mesure d'apporter notre petite pierre de contribution
dans l'édition de notre chère province. Une tranche d'inspection et d'identification a été effectuée dans les périphéries de la ville de Bandundu, en limite avec le territoire de Bakata, pour la communauté de base de la province du Kwilu affectée par le conflit dit du phénomène Mobondo. Le projet Star RDC va réhabiliter en 2026 25 infrastructures dont des écoles, des centres de santé et des adductions d'eau ainsi que 75 km de routes, des dessertes agricoles. Star RDC accompagnera également le survivant issu du VBG ainsi que la capacitation de la gouvernance au niveau des entités territoriales décentralisées du Kwilu. Et puis le centre médical Eyano a organisé une conférence scientifique samedi à Kolwezi au Lualaba. La journée a porté sur la thématique principale, les avancées en biologie médicale, imagerie et endoscopie vers un diagnostic plus précis et efficace. L'activité s'est inscrite dans la formation continue, le renforcement des capacités des médecins et la mise à jour des connaissances. La conférence a été marquée par des échanges enrichissants autour des thématiques ciblées liées à l'amélioration du diagnostic médical. Tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba, cette rencontre scientifique s'est déroulée en présence des représentants des autorités provinciales et a réuni de nombreux médecins autour du thème central, les avancées en biologie médicale, imagerie et endoscopie vers un diagnostic plus précis et efficace. Animée par des professionnels de la santé, cette conférence s'inscrit dans la vision du centre Eyano visant à renforcer les capacités des médecins et à améliorer durablement la qualité des soins offerts à la population. Pour parler de la polyglobulie, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord exclure une hémoconcentration. Donc, être sûr que les malades n'est pas déshydratés, être sûr que c'est une vraie polyglobulie. La journée a été ponctuée par une séance des questions-réponses et des échanges interactifs très appréciés par les participants qui ont salué la pertinence des communications et la qualité des débats. J'ai été impressionnée par cette innovation de Eyano, centre de diagnostic, et je dirais que c'est vraiment une très bonne chose que nous avons à Kolwezi. La conférence, elle était très riche. Moi, personnellement, j'ai apprécié. Je dis quand même merci, disons, au centre de diagnostic Eyano. Les thèmes qui ont été abordés en cette journée étaient tellement riches qu'on est tous sortis très satisfaits. Au cours de cette même activité, Eyano a également annoncé la tenue de la 2e édition de son congrès scientifique, prévu en juin 2026 sous les formats 6 AMTC RDC 26, placés sous les signes du tourisme médical. Il convient de rappeler que bien avant cette conférence, Eyano Kolwezi avait organisé des journées portes ouvertes d'examens gratuits au bénéfice de la population locale. Et puis l'inspection générale des finances a fait parler la nouvelle vision stratégique et a rendu hommage aux inspecteurs généraux des finances admis à l'Emirata. L'événement a eu lieu au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe à Kinshasa lors d'une cérémonie d'échange de vœux. Le chapiteau du Pullman Hôtel de Kinshasa a accueilli une double cérémonie de l'inspection générale des finances en dernier week-end de janvier 2026. Il s'agit de l'organisation d'échanges de vœux de Nouvel An 2026 et d'au revoir à une trentaine d'inspecteurs généraux des finances admis à l'Emirata. Dans une atmosphère à la fois solennelle et festive, sous une matinée pluvieuse, les convives de l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassi Mwabahi, ont répondu présent. Plusieurs personnalités administratives, notamment le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et finances, des représentants des membres du gouvernement à l'instar du vice-premier ministre en charge du budget, les mandataires publics ainsi que le corps des inspecteurs des finances, les cadres et agents de l'inspection générale des finances ont partagé un moment de construction d'une nouvelle année voulue pleine de bonnes choses. Le patron de l'IGF, Christophe Bitassi Mwabahi, a rendu gloire à Dieu d'avoir permis que tous les participants soient comptés parmi les vivants. Il a ensuite rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts constants qu'il déploie sans cesse en faveur du
du retour de la paix sur tout le territoire national, condition sine qua non pour le développement de la République démocratique du Congo. Dans un autre volet, lié à la marche de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassi Mwabari a donné le cap de l'avenir avec la nouvelle vision de l'IGF qui se déroule sur un plan triennal et devient désormais actrice des valeurs d'action publique. L'échange de vœux pour l'an 2026 a connu un moment chargé d'émotions. Il s'agit des hommages rendus aux inspecteurs généraux des finances admis récemment à l'éméritat par ordonnance présidentielle. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Coopération RDC-Émirats Arabes Unis, un accord de partenariat économique global a été signé ce lundi à Abu Dhabi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Relance du programme de développement local de 145 territoires. La première ministre Judith Suminwa séjourne à Lissala, dans la province de la Mongala. C'est la première étape de sa tournée dans le cadre de la politique de gouvernance de proximité. 200 morts, c'est le bilan provisoire du glissement de terrain au site minier de Roubaya. Le gouvernement qui exprime sa solidarité aux familles touchées rappelle qu'il s'agit d'un site minier classé rouge. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.